Voici une présentation en environ un quart d'heure du chapitre 3 d'Histoire en sixième, le monde des cités grecques. Alors, en introduction, nous avons vu quelques vidéos qui avaient pour but de vous présenter la période. On se trouve dans l'Antiquité, c'est-à-dire la période avant le Moyen Âge, et là on est avant l'an 1, donc on est dans les siècles avant Jésus-Christ. La civilisation grecque que nous avons étudiée s'étend du 8e au 4e siècle avant Jésus-Christ. Cette civilisation antique est composée de différentes cités qui sont établies autour de la mer Méditerranée et de la mer Noire. Les Européens actuels sont en partie des héritiers de ces Grecs, et pas seulement le pays d'Europe qui s'appelle la Grèce. En fait, l'influence des Grecs antiques s'étend à d'autres pays. Notre interrogation, notre problématique pour ce chapitre, c'est de savoir quels sont les mythes, les croyances et les pratiques qui faisaient l'unité culturelle de ce monde grec, et c'est ça qu'ils ont laissé à leur postérité. Pour le plan du chapitre, nous avons commencé avec un grand 1 qui s'appelle la Grèce, divisée en différentes cités. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y avait pas à l'époque un seul pays comme aujourd'hui qui s'appelait la Grèce, mais différentes cités. Le manuel nous propose une définition assez longue du mot cité. Il vient d'un mot grec qui s'appelle polis, et c'est un État indépendant qui s'étend sur un territoire constitué d'une ville, souvent fortifiée, et de sa campagne. Chaque cité possède ses propres lois, sa monnaie et son armée. C'est pour ça qu'on dit bien la Grèce divisée en différentes cités et pas en différentes villes, car dans une cité, il y a deux choses, une ville et une campagne. C'est le premier élément de définition. Le deuxième, on vous dit que c'est indépendant, ça n'appartient à personne, et ce qui permet d'avoir ses propres règles, ses propres lois, propre manière de se gouverner, mais aussi sa propre monnaie et sa propre armée, donc souvent les cités se font la guerre. Notre activité 1 a constitué à refaire cette carte de la civilisation grecque, avec, vous le voyez, la mer Méditerranée ici, et plus petite, la mer Noire. Les cités grecques les plus connues sont Athènes, mais aussi Sparte, qui sont pas très loin. Aussi Massalia, était une colonie, donc une cité grecque fondée plus loin. Massalia, qui a donné plus tard la ville de Marseille. Passons maintenant à l'activité 2, dont le but était de dessiner, de réaliser le schéma d'une cité grecque comme la majorité ressemblait. Pour ça, nous avons vu qu'au crayon de couleur, on devait faire les trois espaces, campagne, ville et mer, car très souvent, vous voyez, elles sont au bord de la mer. Ensuite, les remparts, c'est-à-dire les grands murs qui protègent des invasions. Puis les éléments importants, acropole, temple et agora. Alors, si on les met maintenant face à un dessin, on commence avec la mer en bas. Très souvent, c'est proche de la mer. Les Grecs se déplacent beaucoup par bateau. On arrive ensuite aux remparts, les murs pour se protéger. À l'intérieur des remparts se trouve la ville avec beaucoup d'habitations. Au milieu, il y a souvent une sorte de colline, de petite montagne, avec l'espace le plus important, c'est l'espace sacré, l'acropole, on va y revenir. Souvent, au centre de la ville, on trouve la place qui s'appelle l'agora. C'est un mélange de marché et de lieux de rencontre et de discussion politique. Et bien sûr, beaucoup d'habitants et parfois d'autres temples, comme vous en voyez ici et ici. Au-delà des remparts, un espace pour cultiver la campagne avec quelques habitations. Ça, c'est un schéma classique de plein de cités grecques. On peut le comparer au plan archéologique d'Athènes, où on retrouve une campagne, des murs qui sont là, à l'intérieur des murs, une ville avec différents quartiers, dont la place de l'Agora, mais aussi un temple, un théâtre, une autre colline, et très important, l'acropole, nous y reviendrons. On ne voit pas le port d'Athènes, mais pourtant il existe, il est un petit peu plus bas, la flèche nous l'indique. Donc ce plan archéologique confirme le schéma que vous avez à gauche. Pour le contrôle, il faut savoir faire ce schéma avec des crayons de couleur pour la mer, la campagne et la ville, et des feutres pour tracer les remparts, les limites de la cité, et placer les éléments importants du centre de la cité, l'acropole, l'agora, un ou plusieurs temples si on le souhaite. Passons maintenant à la partie B. Une fois que nous avons expliqué ce qu'est une cité grecque, on va travailler sur la cité la plus connue, Athènes, et elle est très connue notamment parce qu'elle a inventé la démocratie. Le manuel Nathan nous apprend que le mot démocratie a été formé par démos,
en grec, ça veut dire le peuple, et kratos, le pouvoir. Donc, au sens c'est littéral, ça veut dire le pouvoir au peuple. C'est le régime politique dans lequel les citoyens décident des décisions. On retrouve un dessin d'artiste qui imagine ce que pouvait être Athènes à l'époque. On voit cette fois bien l'acropole, l'agora, mais aussi des lieux politiques, le tribunal ou le conseil. Vous n'êtes pas obligé pour le contrôle d'apprendre des mots précis, ailier et boulet, mais c'est bien sûr possible si vous le souhaitez. Nous avons travaillé à partir du manuel pour essayer de comprendre qui dirige à Athènes. Pour être sûr d'avoir bien compris, je vous demande d'être capable de comprendre, d'expliquer ce schéma. Ce schéma vous montre que les habitants d'Athènes sont divisés en 4 catégories. Vous avez les citoyens, ce sont des hommes, uniquement des hommes, et des femmes des citoyens et des enfants des citoyens, puis les métèques et les esclaves. Alors le mot un peu nouveau, c'est métèque, c'est un étranger grec qui habite dans une autre cité que la sienne. Donc si par exemple un grec est né, on va dire, à Phocée et qu'il habite à Athènes, il est un métèque à Athènes. Il est libre, mais il ne peut pas participer à la vie politique. Les esclaves, ça peut être des femmes, des enfants ou des hommes. Ils ne sont pas libres et ils travaillent pour leurs propriétaires. Ils ne participent pas non plus au gouvernement de la cité. Les femmes et les enfants sont libres, des femmes et enfants de citoyens, mais ne gouvernent pas la cité. Les seuls qui gouvernent, ce sont les hommes nés et libres dans la ville. Ce sont les citoyens. Ça, c'est pour Athènes. Vous avez des chiffres approximatifs. Vous avez entre 300 000 et 400 000 habitants et environ 40 000 citoyens. Vous pouvez retenir que c'est à peu près un habitant sur 10 qui participe en tant que citoyen à la politique. Voici nos deux textes bilan de l'activité 3 pour répondre aux questions A et B d'activité 3. A sur le fonctionnement de la démocratie. À Athènes, le pouvoir appartient aux citoyens. C'est donc une démocratie. Les 40 000 citoyens environ se réunissent sur la colline de la Pnyx pour former l'Ecclésia, l'Assemblée. Ensemble, ils votent les lois, décident de la guerre et choisissent les magistrats par le vote ou le tirage au sort pour diriger la cité. De ce paragraphe, vous avez pour le contrôle à retenir que on décide à Athènes soit par le vote, par les élections, soit par le tirage au sort, c'est donc bien une démocratie, et pas par exemple un système avec un roi qui aurait eu son pouvoir à la naissance. Pour la question B sur les limites de la démocratie. Il faut savoir que la démocratie a des défauts car elle exclut la majorité de la population. Sur plus de 300 000 habitants, seuls 40 000, les hommes citoyens, gouvernent. Les femmes doivent rester à la maison et ne participent pas à la vie politique. Et les métèques, qui sont les étrangers et les esclaves, n'ont aucun droit politique, ils ne votent pas. Passons maintenant au grand 2, des cités partageant les mêmes mythes. Un mythe, c'est un récit mettant en scène soit des dieux, soit des héros et leurs exploits. Vous avez peut-être reconnu cette décoration d'un vase grec qui montre le héros Ulysse, ici, lors de l'épisode de l'Odyssée des sirènes. Les sirènes sont ces créatures qui jouent de la musique, à gauche ici et à droite, et Ulysse cherche à la fois à entendre leur douce mélodie sans être tenté de tomber dans leur piège. C'est pour ça qu'il a été fait attacher par ses marins. Vous vous souvenez peut-être de cet épisode grâce à la vidéo que nous avions vue sur la longue histoire d'Ulysse, 20 ans, entre la fin de la guerre de Troie et son retour à Ithaque vers sa femme Pénélope. Voilà, 20 ans de, euh, de séparation. Donc 10 ans pour faire la guerre de Troie et 10 ans pour revenir de Troie. 20 ans d'épopée d'Ulysse. Retenons en bilan de ces grands deux sur les mythes que les Grecs connaissent tous les mêmes recueils de poèmes mythiques, en particulier les deux poèmes de Homère du 8e siècle, l'Iliade et l'Odyssée. Iliade sur la guerre de Troie et l'Odyssée sur le voyage retour d'Ulysse. Ils avaient donc les mêmes héros. En plus, on peut citer Persée ou Héraclès. Héraclès est aussi connu sous le nom d'Hercule, avec les 12 travaux d'Hercule, peut-être vous connaissez. Ces héros servaient de modèle d'éducation par leur comportement. Le but est de voir dans ces héros des qualités. La bravoure, c'est-à-dire le courage, la ruse, donc l'intelligence, la force physique, mais aussi la force mentale. Ces mythes étaient diffusés dans le monde grec
car les Grecs partagent le même alphabet et la même langue qui s'appelle le grec. Donc chaque Grec pouvait comprendre les histoires d'Homère. Ils apprenaient en particulier à lire avec l'Iliade et l'Odyssée. Donc dans l'éducation à l'école des jeunes Grecs, il y avait beaucoup d'exercices pour apprendre par cœur des passages entiers de l'Iliade et de l'Odyssée. Passons désormais au grand 3, les cités unies par la même religion. Vous avez un plan, un schéma, à droite, un dessin du sanctuaire d'Olympie. Nous allons y revenir, c'est l'activité 6. Avant, nous avons travaillé sur l'activité 5, qui cette fois se passe seulement à Athènes, avec la fête des Panathénées. C'est un mot un petit peu long, un peu compliqué, mais dedans vous retrouvez Panathénées, on retrouve Athènes, puisque c'est une fête qui n'a lieu qu'à Athènes. Le but de cette fête, qui est un petit peu compliquée, c'est de se réunir tous les ans, faire une grande file, un grand cheminement avec beaucoup d'habitants pour aller faire des cadeaux à Athéna, la déesse d'Athènes, sur l'acropole, ce qu'on appelle donc des offrandes, surtout une tunique, c'est ce que vous avez marqué tout en bas de ce petit bilan. Et donc, pourquoi on étudie ça? Parce qu'après avoir vu que les citoyens et les autres habitants d'Athènes sont divisés au point de vue politique, bah, ils sont unis au point de vue religieux, puisque tout le monde participe à cette grande fête qui sert à honorer Athéna, en traversant la ville, en faisant une longue file pour monter ensemble jusqu'à la colline sacrée de l'Acropole, pour apporter des cadeaux à leur divinité. Ça, c'est représenté sur une frise, donc c'est une grande bande de sculptures en pierre. Vous avez des extraits en bas. C'est ce qu'on appelle donc la frise des Panathénées. C'était notre activité 5. Retenez donc que les habitants d'Athènes se réunissent tous les ans lors des Panathénées pour rendre hommage à Athéna. Voilà la phrase à savoir redire. Avant-dernière activité sur Olympie. Alors, c'est assez connu aujourd'hui grâce aux Jeux olympiques modernes, avec quelques différences avec le passé. La différence, enfin le point commun, c'est des compétitions sportives, ça c'est un point commun, mais une différence, c'est qu'à l'époque des Grecs antiques, il y avait une dimension religieuse, car les Jeux olympiques étaient dédiés à Zeus, le plus important des dieux grecs. On avait 5 jours de compétition, donc avec des courses par exemple, mais aussi des prières, des cadeaux aux divinités. Retenez donc seulement pour Olympie que tous les Grecs de tout le monde grec peuvent se réunir dans un sanctuaire pour rendre hommage pendant 5 jours à Zeus. Je répète, on réunit les Grecs dans un sanctuaire pendant 5 jours pour rendre hommage au dieu Zeus. Dernière activité, c'est aussi de l'histoire de l'art sur le temple grec. Dans les points communs, les Grecs partagent notamment des architectures communes, comme l'architecture du temple. Si vous allez d'une cité à l'autre, vous avez des points communs entre les différentes manières de construire et de décorer les temples. Certains existent encore aujourd'hui, comme le Parthénon. Je vous ai mis 2 photographies. En bilan du Grand Trou. Bien que divisés en cités indépendantes et souvent en guerre, les Grecs partagent la même religion polythéiste. C'est un mot-clé, polythéiste, c'est quand vous avez plusieurs dieux dans une religion. On parlera plus tard dans l'année du monothéisme, un seul dieu dans une religion. Chaque cité honore son dieu protecteur, comme Athènes, qui célèbre Athéna lors des Panathénées, immortalisée par une célèbre frise. C'est comme ça qu'on connaît cette fête, parce qu'ils ont sculpté cette fête dans une frise. De plus, tous se retrouvent lors des fêtes communes à plusieurs villes, comme les Jeux olympiques. Pour conclure, retenons que quelle que soit leur cité d'origine ou leur manière de se gouverner, les Grecs partagent une langue et une culture qui se diffusent grâce aux mythes, aux héros et aux croyances, aux dieux. Comment préparer, pour finir cette vidéo, l'évaluation? Déjà, pour réussir l'exercice 1 de définition, il faut apprendre par cœur la fiche synthèse qui rassemble toutes les définitions du chapitre. Il faut relire la correction de toutes ces activités, qui permet notamment de répondre à l'exercice 2 sur des questions longues. Il faut, pour se tester, pour vérifier ses connaissances, faire le QCM Pronote. Vous pouvez le faire autant de fois que nécessaire. Et faire, pour vous entraîner, la version entraînement du contrôle. Vous avez donc dans la version entraînement des définitions, l'exercice 2 de réponse longue. L'exercice 3, c'est le même
Contrôle, c'est refaire le schéma présenté ici. Et des questions sur un document pour la compétence analyser des documents. Voilà de quoi préparer l'évaluation.